Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour 30 minutes d'infos. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021 et voici les titres. Les infirmières subissent les conséquences de la crise et particulièrement en service de réanimation. Elles sont en première ligne depuis 1 an. C'est difficile psychologiquement, mais elles continuent de prendre soin des patients et la solidarité entre collègues les aide à tenir bon. Depuis le début de la crise, la situation est difficile pour les restaurateurs. La brasserie Le Queen's à Saint-Avold a changé de propriétaire le 1er octobre. Privé d'aide de l'État, ce dernier a décidé d'installer un chalet pour vendre des boissons, des casse-croûtes et des gaufres. Il vend également des plats à emporter dans l'entrée d'un supermarché de la localité. La commune de Lambach vient de créer son marché hebdomadaire. Le premier rendez-vous a eu lieu ce mardi après-midi de 15h à 18h sur le parking de la mairie. 6 exposants étaient présents pour proposer des produits locaux aux villageois qui se sont déplacés. Créer une forêt à 2 pas de l'école, c'est l'objectif des écoliers de la commune de Caisse-Castel. Ils viennent de planter 134 arbres avec l'aide de la grange au paysage en utilisant une technique japonaise qui consiste à créer une forêt primaire en accélérant le cycle. La plantation nécessitera un suivi d'environ 2 ans et ensuite elle sera autonome. Banops Dogs est une jeune auto-entreprise créée par Fabienne Santiago suite à une reconversion professionnelle. Cette ancienne agente de collectivité a fait de sa passion un métier. Elle est devenue éducatrice canine et propose également un service de taxi animalier ou encore des promenades avec vos chiens. Ce matin, on fait le point avec la situation sanitaire avec Uranie qui est en duplex depuis l'hôpital Robert Pax. Bonjour Uranie, est-ce que la situation est encore tendue sur place ? Bonjour tout le monde. Alors au 16 mars, les derniers chiffres font état de 62 personnes Covid hospitalisées, dont 11 en réanimation. Alors on peut le dire, oui, l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines est encore sous tension et doit faire face à une augmentation de la prise en charge. La prudence est donc de mise. Et concernant les vaccins, ça en est où alors ? Alors pour le moment, en Moselle, 11,5% de la population est déjà vaccinée. Au 16 mars, 7560 premières doses et 3648 deuxièmes doses ont été administrées au cœur du centre de vaccination de Sarreguemines. Concernant le vaccin AstraZeneca, la suspension est toujours d'actualité. Mais en Moselle, il n'y a eu aucune remontée d'effets indésirables d'après l'ARS. Alors, si jamais vous en êtes victime, il faut le signaler à votre médecin. Et on avait évoqué la ruée des citoyens allemands dans les commerces pour acheter des tests antigéniques à faire à la maison. Est-ce qu'en France, on va pouvoir faire pareil ? Eh bien, apparemment, oui. Le feu vert a été donné par la Haute Autorité de Santé pour ces autotests en France. On devrait pouvoir en trouver en pharmacie ou alors en grande surface, comme chez nos voisins. Ils ressemblent aux tests antigéniques, mais la zone de prélèvement va moins loin. C'est environ 3 à 4 cm en surface. Ces tests sont à faire dans la sphère privée pour les personnes de 15 ans et plus et bien sûr qui sont asymptomatiques. Eh bien, merci beaucoup Uranie. On rappelle aujourd'hui est un bien triste anniversaire. Le 17 mars marque les 1 an du premier confinement, un événement sans précédent, une entrée en guerre pour reprendre les mots graves qu'avait prononcés le président de la République. Lucas Planavergne et Guillaume Dumontail ont recueilli quelques mots de passants afin de savoir comment ils se sentent 1 an après le début de la crise. C'était le 17 mars 2020. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce jour-là quand vous avez appris qu'on serait confiné ? Au début, j'y croyais pas vraiment. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Et quand c'est venu, c'est là où je me suis rendu compte en fait de l'ampleur, on va dire. Tout était difficile à faire. Pour les médicaments, pour les courses et tout ça. Heureusement qu'on avait de très bonnes voisines qui nous ont aidés. Au début, on était assez contents parce qu'il y avait la fermeture des écoles, mais au bout d'un moment, ça devenait quand même assez lourd parce qu'on a eu des accumulations des cours. Et pour cette année, vu que je suis en terminale, c'est assez compliqué. Après, on était beaucoup restreints à notre liberté et c'était pas ouf. Quand on a été confiné la première fois, j'étais pas du tout ici, j'étais au Canada. J'étais confiné pareil. Donc hâte de pouvoir rebouger, repartir, refaire des choses. En vrai, ça m'a un petit peu fait chier parce que je venais à peine de choper un petit boulot et du coup confinement, donc on s'est arrêté. Mais en soi, j'étais ravi d'être confiné. Ça me fait du bien d'être confiné. Je trouve qu'on a plus de temps pour soi. Franchement, j'ai fait des achats vraiment inutiles parce que je m'ennuyais.
au final ça sert à rien quoi. Je veux dire, on aurait pu gagner de l'argent justement en pas sortant, mais au final on a quand même dépensé pour rien. Ça fait 1 an que ça dure et puis on en a marre en fait. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Et si la prévention autour des gestes barrières et des risques liés au virus a largement été médiatisée, qu'en est-il de notre santé mentale? Un nouveau syndrome a émergé, la fatigue pandémique. Pour en savoir plus, nous avons posé quelques questions à un psychologue clinicien. Regardez. Dans les rues, la vie semble normale. Et pourtant, depuis 1 an, nous vivons au rythme des confinements, couvre-feu, gestes barrières et multiples restrictions au quotidien. Dans ce nouvel environnement, la fatigue pandémique est apparue. C'est la première fois dans l'histoire de notre Europe occidentale ou du monde occidental où on a une épidémie qui dure aussi longtemps. Et en fait, c'est une réponse naturelle de notre corps, de notre cerveau, face à une crise de santé publique prolongée. Et c'est surtout marqué par un sentiment de détresse, de crainte, de peur de la maladie. On perd un peu nos repères sociaux, on a une absence de projet pour l'avenir parce qu'on ne sait pas à quoi il va ressembler, mais aussi une absence de visibilité de la sortie de crise. La peur de vivre une 2e année sous le signe de la crise sanitaire est donc compréhensible. On ne fonctionne plus comme avant et donc forcément on a une réaction à ça. Et cette réaction, elle s'exprime parfois par des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, une fatigue. Le mot fatigue pandémique, il n'est pas pour rien, c'est de l'épuisement en fait, on est épuisé. Alors la gestion des émotions peut être délicate, on peut avoir du mal à se concentrer ou à prendre des décisions. Et c'est complètement normal, tout le monde peut être touché. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ressentent ça doivent aller consulter forcément. Ça vient aussi réactiver d'autres problématiques qu'on pouvait avoir par le passé. Et il faut bien le comprendre, cette fatigue pandémique, elle n'est pas due uniquement à ce que l'on est nous-mêmes. C'est bien une pathologie environnementale. Une notion évoquée fin 2020 par l'Organisation mondiale de la santé pour alerter les gouvernements face à cet état de lassitude ambiant. Pour ceux qui en ressentent le besoin, une consultation avec un spécialiste peut être une solution. Donc il y a de la téléconsultation qui existe, on est de plus en plus à le faire. Pour les étudiants, on a le chèque psy qui a été créé par le gouvernement, où on est plusieurs psychologues à rentrer en lien avec l'Université de Lorraine pour que les étudiants ne payent pas leur consultation. Il existe aussi des applications pour méditer et des exercices de respiration à faire chez soi. Et ce qui fait toujours du bien au moral, se tourner vers les petites choses positives de la vie. Une promenade ou encore un appel en visio avec son entourage. Il y en a qui la connaissent bien, cette fatigue pandémique, ce sont les soignants et particulièrement les infirmières en réanimation. Entre stress, lassitude et perte de sens, elles subissent aujourd'hui les conséquences d'une épidémie incontrôlable. Reportage d'Oriane Valou. Bon, du coup, là, on rentre dans la chambre d'un patient Covid positif. 1 an après la première vague, le quotidien de Clémence Casadeval n'a pas beaucoup changé. Le mot Covid est dans toutes les bouches, dans sa tête en permanence. À 28 ans, elle a été diplômée de son école d'infirmière il y a à peine 2 ans et demi, et déjà la moitié de sa carrière s'est déroulée sous l'ère Covid-19. Et si elle a choisi d'intégrer les équipes de réanimation, la lassitude est désormais bien présente. Entre confinement, travail harassant et peur de contaminer ses proches. On voit des gens comme ça et des morts tous les jours. Et en fait, on a l'impression de voir que ça, de rentrer chez nous et de continuer notre petite vie. Sauf qu'en fait, à côté, on ne peut pas sortir. On ne peut pas se vider la tête, on ne peut pas on peut pas aller boire un coup, on ne peut pas avoir de gens. Ça fait qu'on n'a pas du tout d'exutoire. Moralement, c'est compliqué. Au point que parfois, la jeune infirmière regrette son choix de carrière. C'est hyper intéressant. Mais après, si on m'avait dit qu'il allait avoir cette épidémie, j'aurais pas choisi ce service. C'est plus humain ce qu'on fait, c'est du travail à la chaîne. Clémence se souvient de ce chaos vécu par les équipes de soignants au plus fort de l'épidémie il y a 1 an. De 24 lits habitués à cette prise en charge, la réa est passée à plus de 40. D'autres services de l'hôpital ont dû également accueillir des patients Covid pour absorber l'affluence. Il y a eu notre centre d'Altir, de dialyse chronique en fait, qui a été ouvert en open space avec des patients de réanimation intubés. Vraiment, c'était incroyable en fait. Et ça, je pense que pour les gens qui y sont allés, c'était vraiment, je pense, l'impensable et c'était vraiment
voilà, jamais de la vie on se serait dit qu'on en arriverait là. Et si la tension dans le service de réa n'est plus aussi forte, l'hôpital de Mercy reste à un niveau élevé de prise en charge de cas Covid, notamment à cause du nombre de variants croissants, des cas devenus la norme, comme l'épidémie elle-même. Comme sa collègue, la réanimation de l'hôpital de Mercy est le premier poste de Julie Fazot. À 23 ans, cette jeune infirmière vit au rythme des intubations et des décubitus ventraux. Psychologiquement, c'est difficile parce que on se dit qu'on a déjà vu beaucoup de personnes mourir, qu'on traverse quand même tous les jours des passes difficiles. Malgré tout, la jeune femme reste positive. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu prendre soin des autres et je le referai sans hésiter. Après, c'est sûr que voilà, j'avais pas prévu une crise sanitaire. Mais c'est un métier qui est quand même passionnant. Ce qui fait tenir, nous confient ces jeunes infirmières, c'est la solidarité entre collègues, une équipe soudée qui permet de ne pas flancher. Il y a 1 an et 2 jours, les cafetiers et les restaurateurs avaient dû fermer leurs portes le soir du 14 mars 2020. Malgré une réouverture temporaire de juin à octobre et les aides promises par l'État, beaucoup ne s'en sont pas remis. Renaud Coquet de TV8 a choisi de suivre un cas particulier, celui de la famille Antonini qui a repris le Queens à Saint-Avold. C'était le 1er octobre 2020, une date trop récente pour bénéficier des aides de l'État. Reportage. Le Queens, véritable institution à Saint-Avold, a changé de main début octobre 2020. Un mois plus tard, le nouveau propriétaire a dû se résoudre à fermer ses portes. Un véritable crève-cœur. Donc ce lieu est vide depuis le 29 octobre au soir. Donc le 30 au matin, je n'ai plus pu accueillir des clients. Je trouve qu'un bar où il y a toujours un peu de monde, un peu d'ambiance, de la musique et tout, et de le voir comme ça, c'est vraiment triste. À partir de là, pour rebondir et tout simplement continuer à travailler, Fabrice Antonini a investi dans un chalet qu'il a installé devant sa brasserie. Avec cet équipement, il est autorisé à vendre sur la voie publique des boissons, des casse-croûtes et des gaufres. Une activité salutaire pour le propriétaire, privé des aides de l'État, sa reprise étant trop récente. Nous, on nous a dit que pour toucher les aides, on aurait dû ouvrir l'établissement avant le 30 septembre. Et nous, on a ouvert le 1er octobre. Donc à 24 heures près, on nous dit qu'on n'aurait pas d'aide. Cette activité de snacking a rencontré sa clientèle, surtout durant les mois d'hiver. Privés de bars et restaurants, les clients se contentent d'un café à emporter, également une manière de soutenir le commerçant. C'est un soutien, oui. Ouais, parce que là, j'ai même entendu à la télé, il y en a pas mal qui vont fermer. Parce qu'ils ne peuvent plus avec les questions finances. C'est normal qu'on vient, quand il y a un petit machin qui est ouvert, même s'ils ne ramassent pas grand-chose, mais c'est toujours ça. À Saint-Avold, d'autres acteurs sont intervenus pour donner un coup de pouce. C'est le cas de cette grande surface qui a lancé un appel aux restaurateurs de la ville intéressés pour occuper un petit stand à l'entrée du magasin. Donc c'est un projet qui a été impulsé par la municipalité de Saint-Avold, qui est venu me proposer de créer un partenariat avec les restaurateurs qui sont en souffrance du fait de la crise sanitaire. Et c'est donc tout naturellement que j'ai accepté et qu'on a mis en place ce rendez-vous qui fait que toutes les semaines, du jeudi au samedi, les restaurateurs peuvent venir exposer et proposer à la vente leurs petits plats qu'ils ne peuvent pas proposer ailleurs en ce moment. Un cheesecake au kiwi et un moelleux à l'ananas. Ok. À l'image de ces personnes, l'initiative a séduit un bon nombre de clients. Sur 3 jours, le week-end dernier, la brasserie du Queens a écoulé environ 160 repas. Elle espère en faire autant cette fois-ci et maintenir ainsi un minimum d'activité. Ça permet de continuer à servir des repas. Étant donné qu'on a pu être présent seulement 1 mois, on n'avait pas envie de se faire oublier et donc ça permet vraiment de garder un lien avec nos clients. De pas tout couper, de ne pas devoir tout recommencer au moment où on va pouvoir rouvrir. L'idée elle est bonne, ça permet de varier un petit peu puisque à chaque fois qu'on change d'établissement, ça fait une variété forcément. C'est bien, non, je suis content. Mais on verra après si je suis satisfait de la marchandise. Mais c'est bien présenté, c'est beau déjà. Ça fait 1 an qu'on habite la région, donc ça nous permet de découvrir en plus les restaurants du coin. D'accord. Voilà. Vous appréciez leurs produits ? Oui, c'est très bon parce qu'on revient. Et j'en ai commandé pour demain. Donc, oui.
2 autres restaurants ont pu profiter de l'emplacement offert par le directeur du centre commercial, une initiative pour les aider à tenir jusqu'à la date de la réouverture. Et oui, la crise oblige à se réinventer. Les modes de consommation ont changé, ce qui fait le bonheur des marchés locaux, par exemple. Exemple dans la petite commune de Lambar, au Pays de Bitche, un marché hebdomadaire a vu le jour. Un atout pour les habitants, mais aussi pour les producteurs, heureux de venir exposer leurs produits. Reportage de Morane Grand-Cola. Les habitants de Lambar et alentours peuvent désormais bénéficier de produits frais à quelques pas de chez eux grâce aux 6 stands du nouveau marché hebdomadaire organisé par la commune. On a voulu créer ce service parce que au sein du village, il y a pas grand-chose, on va dire. Et puis là, ça fédère un peu, ça recrée un peu le lien social et en même temps, ça fait vivre un peu l'économie locale, quoi. Pour les producteurs et commerçants, ce nouveau marché est une aubaine. C'est important pour nous pour se rapprocher plus de la clientèle du secteur Lambar-Stirstal. C'est des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de venir sur le marché couvert de Bitche. Pour les clients, c'est un bon moyen de bénéficier des produits locaux pas loin de chez eux, mais aussi de soutenir l'économie locale. Mais en ce moment avec la crise et tout ça, il faut les soutenir. Ce marché hebdomadaire était dans les cartons depuis un certain temps maintenant. C'était en effet dans le programme de Madame le maire. Pour elle, c'est avant tout rendre service aussi bien aux habitants qu'aux producteurs et artisans locaux. Surtout en ce moment, en cette période de Covid, ça permet aux gens d'avoir des produits frais à portée de main chez eux. Certains habitants m'ont dit qu'on n'a jamais fait nos courses aussi près qu'aujourd'hui. Donc c'était aussi un service qu'on veut leur apporter et puis permettre aux exposants de toucher plus de monde encore qu'en général, quoi. Ce nouveau marché sera en place tous les mardis de 15h à 18h sur le parking de la mairie de Lambar. Du bio, de la biodiversité et une chasse au trésor pour la Saint-Patrick, on en parle juste après la pub. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, on retrouve des éclaircies pour demain matin, mais l'après-midi, le ciel se couvre à nouveau et les averses seront de retour. En soirée, les précipitations tomberont sous forme de neige dès 200 mètres d'altitude. Les Vosges devraient bénéficier de 5 cm de neige supplémentaire. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 4 à 7 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Cyril et il fera jour de 6h37 à 18h41. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Chute, malaise, accident domestique, donnez l'alerte rapidement grâce au dispositif de téléalarme Vitaris. Un bouton sur une montre, un bracelet, un médaillon ou un téléphone vous mettra en relation avec une centrale d'assistance disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 qui se chargera de prévenir un proche, un voisin ou les secours. Produit disponible chez AVS Médical. Demandez conseil auprès de nos professionnels par téléphone ou en agence. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame ? Je reviens Madame ? te chercher. Ça va ? Ça vous a pas fait trop mal ? Oh, pas du tout.
Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. L'entreprise Tissage de France à Rupt-sur-Moselle a su rebondir après un redressement judiciaire, mais également innover. L'entreprise va notamment investir dans un process de fabrication de jeans 100% bio et surtout délavé sans produits chimiques. C'est un projet d'investissement retenu et subventionné à 50% par le plan France Relance. Il faut surveiller la toile de Nîmes qui ne doit comporter aucun défaut, une toile pour fabriquer des jeans qui sera sans doute bientôt la vitrine de l'usine Tissage de France à Rupt-sur-Moselle. L'entreprise a su démontrer sa capacité d'innovation et l'État s'apprête à lui octroyer des aides via le plan France Relance pour son projet de fabrication de jeans bio et éco-responsables. C'est aussi l'histoire d'une renaissance, car Filature et Tissage, ex-Valru Industrie, étaient en redressement judiciaire il y a 3 ans. L'usine a été rachetée par 2 associés, dont le directeur actuel, ainsi que le créateur de 1083, une marque de jeans installée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. 1083, c'est de la commercialisation de jeans. Aujourd'hui, 1083 est en progression de près de 30 à 40% par an. Et 1083 a du mal à trouver des confectionneurs en France de jeans. Et le site vosgien était donc tout trouvé. Tissage de France, c'est aujourd'hui une trentaine d'articles différents et une centaine de clients. La toile de Nîmes est envoyée chez 1083, mais pas seulement, et sera bientôt transformée sur place. Des jeans faits avec du coton bio venu de Tanzanie et surtout délavés sans produits chimiques. Le délavage se fera au laser et par la suite un traitement à l'ozone qui permettra d'unifier le laser qu'on aura fait préalablement. Et par la suite, tous les traitements se feront selon un système où on consomme très peu d'eau. À savoir 2 à 3 litres par article, alors que c'est de l'ordre du mètre cube pour un jean classique. Tissage de France va donc innover, mais aussi créer un atelier de confection et une boutique. Ici, on a un bâtiment de 800 mètres carrés, c'est une ancienne filature qu'on va réhabiliter et y installer nos 40 machines à coudre, ainsi que notre table de coupe. Et dans le coin là-bas se fera également un magasin d'usine où on vendra la marque 1083. Il n'y aura pas de séparation entre la confection et le magasin, de telle manière à ce que les gens qui viennent dans le magasin puissent rentrer dans la confection selon un chemin bien déterminé. On appelle ça du tourisme industriel et 30 emplois seront créés. Les premiers jeans devraient sortir en septembre avec la certification GOTS biologique et écologique. L'État va subventionner le projet à 50% sur 1 million d'euros d'investissement. Le prix d'un jean bio vosgien devrait avoisiner les 100 € comme un jean de marque. Ils ont planté la forêt de demain. Des élèves de l'école de Caisse-Castel ont participé à la création d'une forêt d'un nouveau type en plein cœur du village. Reportage Thomas Drouin. Pelle à la main, les élèves de l'école de Caisse-Castel s'activent pour planter 134 arbres. L'objectif est de créer une forêt à 2 pas de leur école. Ça leur permet de voir quelle est l'importance de l'arbre, mais aussi de voir qu'à leur niveau, ils peuvent faire quelque chose contre la déforestation et pour préserver la biodiversité. Ce projet, ils le réalisent en partenariat avec la commune de Caisse-Castel et l'association d'éducation à l'environnement, La Grange au paysage. La plantation utilise une technique bien particulière appelée de Miyawaki, du nom de son créateur, un écologue japonais. On recrée une espèce de forêt primaire, mais en accélérant le cycle. Donc ça demande beaucoup de préparation avant. Et le jour de la plantation, on plante d'une façon très particulière, assez serrée, sur un terrain bien préparé. Et il faudra aussi pailler pour apporter de l'humus et protéger les essences de la sécheresse. Et c'est une plantation qui va nécessiter d'être suivie pendant à peu près 2 ans pour enlever les herbes qui seraient indésirables, garder le paillage et apporter de l'eau. Et au bout de 2 ans, ça devient autonome et là ça va commencer à pousser très vite et surtout ça va booster la biodiversité. Il n'y a rien de tel comme méthode aujourd'hui. Mais cette technique nécessite une bonne préparation avant de pouvoir passer à la plantation des arbres elles-mêmes. On a étudié le sol, on a regardé la structure sableuse, un peu d'argile. On a regardé les petites plantes bio-indicatrices qui étaient présentes sur place puisqu'elles indiquent les conditions du sol, le thym, un peu de pissenlit aussi, donc ça annonce que c'est un peu sec. On regarde la végétation autour, on a délimité la forme, donc ça c'est les élèves qui l'ont choisi.
Ensuite, on est parti dans l'environnement pour regarder les essences qui poussent sur place. Et arrive aujourd'hui le jour de la plantation. Bouleau, acacia, chêne, tilleul ou bien encore églantier, ce sont 24 essences d'arbres présentes localement qui se retrouvent dans cette future forêt. Un bosquet rectangulaire avec des passages qui le traversent en forme de croix, des arbres qui devraient devenir un véritable poumon vert dans la commune. Elle s'est reconvertie dans l'éducation canine. Fabienne Santiago vient de Sourtes et elle propose des cours de dressage. Elle a lancé son auto-entreprise le 1er février, appelée Banops Dogs. Thibaut Desmerlet est allé à sa rencontre pendant l'un de ses cours. Ben là, au pied, assis, couché. Bella fait partie des 4 Rottweiler élevés et adorés par Fabienne. Nous avons rencontré sa maîtresse avant que le port du masque soit obligatoire dans tout le département. Cette ancienne agente de collectivité a décidé de se reconvertir pour faire de sa passion un métier. Et ce sont ses chiens qui lui ont donné envie de se lancer dans l'éducation canine et de fonder Banops Dog. Elle a dû se former pour pouvoir exercer. Dur, oui, de me replonger à 43 ans dans les études c'était un peu dur, quoi. Mais quand on veut quelque chose, on s'accroche, tout simplement. Et puis on se donne les moyens de réussir. Elle a profité de la crise pour pouvoir passer ses diplômes au centre Éducanin à Kirberg et enfin travailler avec toute race de chiens confondus. Nous l'avons retrouvée à Lemberg pour un cours de dressage en extérieur. Ce sera avec Roquette, un border collie de 6 mois. C'était un petit gladiateur et puis bon, au jour d'aujourd'hui, après une deuxième séance, il est déjà pas mal, quoi. Donc, couché. Roquette, assis. Oui, c'est bien, bonhomme. Pour la séance, un petit parcours a été créé pour Roquette et sa maîtresse. Il alterne la marche et les positions assis-couchés. Fabienne montre l'exercice et c'est au tour de la cliente d'éduquer son chien. Le maître a une place importante dans l'éducation de l'animal. 95% des clients, une fois qu'ils ont fini la séance, ne vont pas travailler avec leur chien. Rien n'est acquis. Il faut toujours retravailler régulièrement, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. C'est très important. En plus du dressage, Fabienne propose également un service de taxi animalier et peut surveiller et promener vos animaux de compagnie. Elle souhaite aussi développer plus tard son activité. Elle a pour projet une pension canine et féline. À l'occasion de la Saint-Patrick, le pub McLaren's à Sarreguemines lance un défi à ses abonnés sur Facebook, une chasse au trésor. Depuis ce matin, 10h, la chasse est ouverte. Morane Grandcola a suivi l'installation du parcours ce matin. Une chasse au trésor dans la ville de Sarreguemines, ça vous dit ? Eh bien, ça tombe bien. Le pub McLaren's a décidé de marquer le coup pour la Saint-Patrick en dissimulant 5 chapeaux verts dans la ville. Alors parce qu'en tant que pub irlandais, pour nous, la Saint-Patrick c'est un jour assez important. En plus c'est notre 2e anniversaire. Et comme vous le savez, les bars sont encore fermés, donc il fallait qu'on trouve autre chose. Et finalement la seule chose qu'on peut encore faire librement, c'est se promener. Donc il fallait trouver quelque chose autour de la promenade et de la balade. Et donc un soir autour d'une table est venue l'idée de cette chasse au chapeau, on va dire. Et puis aussi ça peut permettre éventuellement à certaines personnes de redécouvrir un peu la ville de Sarreguemines. Donc c'était en plein dans le mille, on va dire. Le but du jeu est simple, trouver un chapeau et se prendre en selfie avec avant de l'envoyer par message à la page Facebook du pub McLaren's. Un t-shirt ou un bon d'achat de 10 € sont à gagner. Ce matin vers 10h, Pierre, un habitué du bar, est le premier joueur à trouver le fameux chapeau. Ça me permet quand même de vivre dans une moindre mesure la Saint-Patrick. Normalement, habituellement, c'est au McLaren's, chaque année, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, là j'ai quand même un petit lot de consolation dans cette chasse au trésor. Et ça me permet de revenir quand même avec un produit dérivé qui va s'ajouter à ma longue collection. Donc voilà. Cette Saint-Patrick a un goût particulier cette année, mais grâce à cette chasse au trésor, vous pourrez en même temps profiter du joli cadre qu'offre la ville de Sarreguemines. Et c'est la fin de cette émission. Très belle journée à tous et à très vite.